Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs du colloque virtuel de me donner l'occasion de faire une présentation vidéo d'une chronique consacrée au Covid-19 et à la concurrence. Chronique initialement publiée sur le site du Journal du droit administratif à l'invitation de Mathieu Touzaï-Divina. Donc tous les éléments que je vais développer ici peuvent être retrouvés de façon écrite et plus complète. On peut partir d'un constat très général selon lequel la concurrence et la crise font rarement bon ménage. Ainsi, la situation particulière née de la pandémie du Covid-19 et l'adoption subséquente de la loi du 23 mars 2020, dite d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en est une illustration parfaite, une illustration d'école, pourrait-on dire. C'est loin d'être la première, et ce n'est certainement pas la dernière. L'une des constantes de ces situations de crise, qu'elles soient économiques, ce qui est assez classique finalement, ou sanitaires, ce qui demeure fort heureusement beaucoup plus exceptionnel, et qu'elles engendrent, à tout le moins qu'elles nécessitent, voire certains pourraient ajouter qu'elles favorisent, ou qu'elles justifient, un retour de l'État dans le secteur économique. En ce sens, et sans aller plus dans le détail, je renvoie aux actes du colloque consacré il y a quelques années au droit public économique face à la crise et publié à la RFDA en 2010, aux pages 727 et suivants. Par voie de conséquence, la concurrence s'en trouve toujours limitée dans une proportion et une durée qui sont variables en fonction des crises. Il y a donc une forme ici de normalité dans le fait que l'État réponde à l'anormalité de la situation par des décisions exceptionnelles. Les commentateurs autorisés l'ont d'ailleurs déjà relevé, ont déjà souligné que cette crise du coronavirus a un impact considérable sur l'exercice des libertés économiques, en particulier de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence. Je renvoie de ce point de vue-là à la contribution d'Arnaud C, consacrée aux libertés économiques en période de crise sanitaire et publiée sur le site de la Revue des libertés fondamentales. Ce bouleversement est la conséquence directe des mesures de confinement issues du décret du 16 mars 2020, puis de l'instauration de l'état d'urgence sanitaire par la loi et le décret des 23 mars 2020. Dans le cadre de cette intervention, je voudrais m'autoriser quelques remarques supplémentaires, sans prétendre à aucune systématisation, remarques sur un thème particulier qui est celui de la panique avant la crise, et le retour des blocages administratifs des prix. En effet, avant même que la pandémie n'en soit officiellement une et que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré, les conditions du fonctionnement normal de certains marchés économiques étaient ébranlées par un début de mouvement de panique d'une partie de nos concitoyens. On observe que dès le 3 mars 2020, la Direction générale de la répression des fraudes indiquait son intention d'ouvrir une enquête après avoir constaté des hausses assez spectaculaires des prix de vente des masques chirurgicaux et des gels hydroalcooliques, en particulier sur Internet, certaines hausses pouvant aller jusqu'à 300, voire même dans certains cas 700% du prix de vente initial. Sans attendre ces résultats, les résultats d'une telle enquête, les pouvoirs publics décidèrent deux séries de mesures, aussi rares que spectaculaires, et aboutissant à des limitations très importantes, quasiment à l'annihilation même, de l'exercice de la liberté d'entreprendre. Il s'agit d'une part de la réquisition des masques, et d'autre part d'une décision de blocage des prix des gels hydroalcooliques. Alors, je laisse de côté la question de la réquisition des masques, puisque une analyse spécifique de cette question-là a été proposée dans le cadre de ces colloques, notamment sous la plume de Nedjoua Hilal Merad, et qu'une chronique y sera également dédiée au sein du Journal du droit administratif prochainement. Simplement une observation ici pour relever la gradation dans la réponse des pouvoirs publics face aux risques de pénurie et aux dérives qui en découlent. Alors que la vente des gels hydroalcooliques reste libre, mais étroitement encadrée, celle des masques est désormais totalement suspendue. Au-delà de la seule spéculation sur le prix des masques, c'est un véritable risque de pénurie, ou une pénurie avérée finalement, d'un produit de première nécessité dans la lutte contre la pandémie que les pouvoirs publics ont entendu se prémunir. Concernant la question qui m'intéresse ici, le gel, pour parler au sens figuré, le gel du prix des gels hydroalcooliques, plusieurs textes ont été adoptés à un intervalle assez rapproché, ce qui souligne tout à la fois l'urgence des mesures et la confusion de la période actuelle.
Originellement, c'est le décret du 5 mars 2020 relatif au prix de vente des gels hydroalcooliques qui prévoit que les prix de la vente en gros et au détail des, je cite, gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale, qui ne peuvent excéder un certain nombre de prix fixés par le décret en fonction de la taille des contenants et de leur origine, vente en détail ou vente en gros. Ce décret est complété par un arrêté du ministre de l'économie du 14 mars, relatif, je le cite, au prix maximum de vente des produits hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, préparés par les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur. Arrêté qui permet d'appliquer à ces prix un coefficient correcteur dans le cas où les gels auraient été fabriqués et mis sur le marché par les pharmaciens d'officine et les pharmacies à usage intérieur en application du texte. Et plus précisément en application de 2 autres arrêtés complémentaires du 6 mars. Dans la foulée de l'adoption de la loi d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars et de son décret d'application du même jour, ces dispositions sont d'une part abrogées et reprises dans les mêmes termes par le décret. Ce dernier texte est complété par un décret du 4 avril, cette fois-ci relatif au régime du contrôle des prix de vente des gels hydroalcooliques dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et au final, ce que l'on peut dire à ce stade-là de la présentation, c'est que le gouvernement a mis fin, de façon provisoire, on peut espérer, et par la voie réglementaire, au principe de la liberté des prix et de vente des gels hydroalcooliques. À ce stade, plusieurs remarques peuvent être formulées à l'encontre des dispositions, remarques qui iront dans 3 directions différentes, pour parler d'abord du principe, ensuite des fondements et enfin des effets du blocage administratif des prix. Sur le principe du blocage administratif des prix, d'une façon générale, ce que l'on peut dire, c'est que, au-delà du cadre de la situation du coronavirus, une situation de concurrence peut être définie selon les termes du vocabulaire juridique dirigé par le professeur Cornu. Une situation de concurrence peut être définie comme celle qui résulte, je cite, d'une compétition sur un marché dont la structure et le fonctionnement répondent aux conditions du jeu de la loi de l'offre et de la demande, d'une part entre offrants, d'autre part entre utilisateurs ou consommateurs de produits et de services qui y ont un libre accès et dont les décisions ne sont pas déterminées par des contraintes ou avantages juridiques particuliers. De cette définition, il ressort que la concurrence ne peut s'épanouir que s'il existe un système économique et politique qui soit favorable, un système dit de façon très générique libéral, quelle que soit sa forme plus précise, système dans lequel l'État joue désormais davantage un rôle de régulateur que d'acteur. L'idée de concurrence a reçu diverses traductions dans le droit positif français. Historiquement, l'idée d'une libre concurrence dans la détermination du prix des produits ou des services à la vente est conçue comme l'un des corollaires, l'une des conséquences de la liberté d'entreprendre, résultant elle-même des textes révolutionnaires, un décret d'Allard en particulier, des 2 et 17 mars 1791, liberté d'entreprendre dont le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle dans sa décision du 16 janvier 1982, loi de nationalisation, je la cite pour mémoire, la liberté, selon le Conseil, qui au terme de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre. Ce principe de liberté des prix est par ailleurs affirmé comme tel au sein du Code de commerce, à l'article L410-1 dont on reparlera, qui pose comme principe général que, je le cite, « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sont, et c'est ici que c'est intéressant, désormais librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Cette disposition est issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui entendait mettre un terme au principe de l'administration dirigiste, en tout cas à certains d'entre eux, tel qu'issu de la Seconde Guerre mondiale, dont l'ordonnance du 30 juin 1945 relative au prix est-elle l'une des manifestations les plus éclatantes. Sur le fondement de cette ordonnance, celle de 1945, les pouvoirs publics pouvaient ainsi mettre en place des politiques générales ou sectorielles de blocage administratif des prix et des salaires sur tout ou partie du territoire. Dans l'approche, disons, ordolibérale, telle qu'elle résulte de l'évolution de notre droit positif depuis les années 80,
L'idée de concurrence issue de l'ordonnance de 1986 a ainsi pour conséquence, selon les propos du vice-président du Conseil d'État Bruno Lasserre, que, je cite, hein, l'esprit de la régulation est ainsi d'assurer l'effectivité du principe de libre concurrence et la croissance des secteurs économiques concernés en même temps que la protection des intérêts publics non économiques, c'est là où cela nous intéresse, comme la sauvegarde des libertés fondamentales, les droits des consommateurs ou la sécurité. Cela suppose, ajoute Marianne Frison-Roche, que le principe de concurrence ne suffit pas à l'organisation complète et suffisante d'un marché, d'un secteur ou d'une filière, et que le droit a pour objectif, je la cite de nouveau, de mettre en balance le principe de concurrence et un autre principe aconcurrentiel, voire anti-concurrentiel. Alors sans entrer dans le détail hein, sur les questions du caractère ordolibéral, néolibéral, simplement libéral du système juridique et politique actuellement en vigueur en France, on peut quand même souligner que cette tension entre les fonctions de l'État et le jeu du marché, cette tension est particulièrement présente en période de crise économique ou sanitaire et justifie assez largement les atteintes portées au principe de concurrence et par ailleurs à l'exercice de toutes les libertés économiques. On pourrait se poser ainsi une question à l'image de Jacques Chevalier, celle de savoir si on assiste de ce point de vue au retour d'une économie de guerre, et je renvoie à la chronique publiée à la fois sur le Club des juristes et enregistrée en vidéo sur le site du colloque virtuel, dans lequel celui-ci s'interroge hein, de façon plus fondamentale sur le retour de ces mesures dirigistes et étatistes. Le retour des politiques de blocage de prix de certains produits serait un exemple absolument parfait d'un tel retour, d'autant plus que d'autant plus que plus le confinement sera prolongé et plus les risques de pénurie augmenteront, rendant de fait nécessaire ou souhaitable d'autres mesures de blocage de prix dans d'autres domaines. En matière de blocage administratif de prix, la comparaison avec la situation d'une économie de guerre ne semble pour autant pas pouvoir être poursuivie jusqu'à son terme, parce que si la logique du marché fait clairement place à une forme de dirigisme, hein, qui est difficilement contestable, celui-ci n'est en réalité pas complètement nouveau, et figure même dans l'essence du droit interne de la concurrence. C'est ce qui nous distingue peut-être hein, de systèmes plus libéraux tels que les systèmes britanniques ou américains d'ailleurs. En cas de saisine du juge administratif, une contestation de la légalité de ces deux décrets relatifs au blocage des prix n'aurait d'ailleurs que très peu de chances d'aboutir, chaque texte ayant un fondement législatif propre et que l'on pourrait qualifier comme étant relativement, voire très solide. Deuxième temps donc sur le fondement du blocage administratif des prix. Comme toutes les autres libertés économiques, le principe de la liberté des prix n'a pas de caractère général et absolu, c'est assez classique, et ce malgré son assise constitutionnelle indirecte. Dès 1986, l'ordonnance envisageait ainsi une application générale du principe, sauf, je cite le texte, dans les cas où la loi en dispose autrement, c'est ce qui résulte de l'article 53 de l'ordonnance, tel que codifié à l'article L410-2 du Code de commerce. Et il n'est rien de dire que ces exceptions sont nombreuses. Schématiquement, on distingue deux principales catégories d'exceptions. En premier lieu, et je ne m'attarderai pas là-dessus, les secteurs qui échappaient au domaine de l'ordonnance de 1945 demeurent encadrés par des textes spécifiques. Plus largement, le législateur a toujours la possibilité de limiter le principe de la liberté des prix de certains produits, dès lors que ces limitations sont, je cite, liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il ne résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Bon, je ne rentre pas davantage dans le détail sur cette question-là, j'ai donné quelques exemples dans la version écrite. En second lieu, le législateur lui-même, hein, par l'intermédiaire de l'article L410-2 du Code de commerce, a prévu la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'intervenir dans certaines circonstances. Celles-ci sont également au nombre de deux. D'une part, dans les secteurs où les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, il est prévu que le pouvoir exécutif peut, après consultation de l'autorité de la concurrence, réglementer les prix par un décret en Conseil d'État. C'est ce qui résulte de la ligne 2 de l'article L410-2. C'est assez classique, il y a de nombreuses réglementations, par exemple en matière de blocage des prix à La Réunion, etc.
D'autre part, et c'est là que j'en arrive à ce qui m'intéresse plus précisément, l'article L410-2, alinéa 3 cette fois-ci, du Code de commerce prévoit que le principe de la liberté des prix ne fait pas obstacle, je cite à nouveau le texte, à ce que le gouvernement arrête, par décret en Conseil d'État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires ou motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. On pense tout de suite Corona. Les seules limitations sont alors d'ordre procédural, je passe très rapidement. La loi impose d'une part la consultation du Conseil national de la consommation, réalisée en l'espèce le 4 mars 2020, et d'autre part que la durée de tels blocages n'excède pas 6 mois. Le décret du 5 mars prévoyait une durée maximale une durée de fixation du blocage jusqu'au 31 mai. On était donc dans les hypothèses prévues par le texte. Le décret du 5 mars 2020 était l'un des très rares exemples en réalité de mobilisation, c'est alinéa 3 de l'article L410-2, soulignant ainsi son caractère exceptionnel. Cette faculté, en effet, n'a été mobilisée qu'à 2 reprises depuis 1986. La première fois pour encadrer la vente de certains produits de consommation considérés comme étant courantes, suite au passage du cyclone Hugo en Guadeloupe en septembre 1989. Il s'agit d'un décret du 20 septembre 1989. Il s'agissait alors de réglementer les prix de vente des produits alimentaires, des engrais, des produits d'entretien, des articles ménagers, de matériaux de construction, etc. La seconde fois que cet alinéa a été mobilisé, c'était pour encadrer les prix de vente des produits pétroliers durant la guerre du Golfe. Donc, il s'agissait d'un décret du 9 août 1990. Aucune de ces 2 réglementations n'avait donné lieu à contestation devant le juge administratif, mais il y a peu de chances que ceci aurait été annulé vu l'assise textuelle. Il paraît néanmoins important de s'interroger, même de façon théorique, sur la possibilité de contester ces mesures, ainsi que celles concernant les gels hydroalcooliques, de restriction des libertés économiques. Alors, dans une hypothèse de blocage administratif des alinéas 2 et 3 de l'article L410-2 du Code de commerce, le Conseil d'État reprend assez largement le raisonnement du Conseil constitutionnel et s'assure que les limitations apportées à la liberté de fixation des prix et plus largement à la liberté, quel que soit son nom, du commerce et de l'industrie ou d'entreprendre, que ces restrictions sont justifiées par un motif d'intérêt général et demeurent proportionnées au but poursuivi par l'autorité réglementaire. Dès lors, il semble possible de saisir le juge administratif d'un référé liberté, ce qui n'a a priori pas été le cas en matière de gel hydroalcoolique. Et même si aucune décision n'a, à notre connaissance, expressément reconnu à la liberté des prix la qualité de liberté fondamentale, au sens de l'article L521-2 du Code de justice administratif, cette qualité a été reconnue tant à la liberté du commerce et de l'industrie, c'est une ordonnance du Conseil d'État du 12 novembre 2001, commune de Montreuil-Bellay, que à la liberté d'entreprendre, c'est une ordonnance du 26 mai 2006, Société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges, de la Marina Baie des Anges, ce qui permet d'en conclure qu'a priori un référé liberté pourrait tout à fait être réalisé contre ce type de blocage de prix. À la lecture des premières ordonnances rendues par le Conseil d'État à propos des mesures relatives à l'état d'urgence, il apparaît cependant que les chances de succès d'un tel référé sont assez infimes, pour ne pas dire inexistantes, tant les circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre le coronavirus semblent permissibles pour les autorités administratives. En même temps, faut-il s'en offusquer, je ne le pense pas, parce que le mécanisme de l'article L410-2 du Code de commerce a été précisément pensé en 1986 pour permettre à l'État d'affronter des crises graves et temporaires, et il me semble que la crise du coronavirus que nous rencontrons actuellement correspond en tout point à cette définition. La réaction du gouvernement apparaît ainsi légitime et justifiée. On ne parle pas de blocage généralisé de l'ensemble des prix sur l'ensemble du territoire. Donc légitime et justifié, gardons en mémoire que l'UFC Que Choisir avait relevé à titre d'exemple, dans une étude publiée le 9 mars 2020, une hausse de plus de 30% du prix des gels entre novembre 2019 et mars 2020, donc soit au tout début, voire même avant le début du confinement, puisque l'étude avait été publiée dans les premiers jours du mois de mars.
Malgré cette solidité du soubassement juridique de l'action gouvernementale, le législateur a dans un second temps choisi de s'extraire de la procédure du Code de commerce. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la loi du 23 mars 2020 a créé une nouvelle catégorie d'exception, c'est l'article 2 de la loi en particulier, codifié à l'article L313115 huitièmement du Code de la santé publique. Désormais, je lis le CSP. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, aux seules fins de garantir la santé publique, prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendus nécessaires pour prévenir ou corriger des tensions constatées sur le marché de certains produits. Même si la rédaction diffère de celle du Code de commerce, la similitude avec le mécanisme du droit à la concurrence est frappante, au détail près que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil national de la consommation n'est plus consulté, mais simplement tenu informé des mesures adoptées, sans doute pour une question d'efficacité et de gain de temps dans la prise de décision. Sur ce nouveau fondement, l'article 11 du décret du 23 mars 2020 précise que, je cite, « les prix de vente des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale, sont fixés jusqu'au 31 mai 2020, la date est la même. » Reprenons ainsi textuellement les dispositions et les montants du décret du 5 mars. Le décret du 23 distingue entre la vente en gros, destinée à la revente, et la vente au détail, et fixe et reprend les plafonds de prix au litre en fonction de la contenance des flacons de gel, avec application éventuelle du coefficient de correcteur lorsque les produits ont été fabriqués par les pharmaciens eux-mêmes. Alors, à titre d'exemple, et sans reprendre l'intégralité du texte, pour la vente en détail, le décret fixe le prix comme suit: 50 ml pour les contenants de 50 ml ou moins, 40 € maximum TTC, 40 € TTC maximum le litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml, maximum de 2 €. Le décret joint à cette liste un tableau illustrant ainsi le souci de pédagogie du pouvoir réglementaire. Et peut-être le pouvoir réglementaire cherchant peut-être également à souligner la modicité du prix des gels pour le grand public. Une interrogation demeure toutefois à ce stade, celle de l'intérêt de reprendre textuellement les dispositions du Code de commerce dans le Code de la santé publique. Certes, le souci de pédagogie est louable, particulièrement en période de crise sanitaire. La loi du 23 mars 2020 donne un fondement unique, la crise sanitaire, et rassemble dans un code unique, le Code de la santé publique, l'ensemble des mécanismes de lutte contre la pandémie. D'un point de vue symbolique, cela permet également d'effacer l'aspect économique des mesures à adopter pour mettre en avant leur dimension sanitaire et peut-être de protection. Mais au-delà de la pertinence la pertinence de ce doublon demeure assez limitée. Dès le 5 mars, en effet, le pouvoir exécutif avait pris la juste mesure du risque de hausse artificielle des prix avant même que la mesure de confinement ne soit adoptée. Dès lors, l'ajout de dispositions identiques dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire n'apporte rien, si ce n'est des complexités juridiques liées à la nécessité d'abroger des mesures existantes pour reprendre dans la foulée des mesures identiques. Pas sûr que les objectifs de clarté et de compréhensibilité du droit en soient sortis grandis. Bien au contraire, les pouvoirs publics laissent entendre ici qu'il fallait impérativement adapter le droit de la concurrence à la situation sanitaire. Or, l'adoption du décret du 5 mars 2020 montre, s'il fallait que cela soit montré, la plasticité de notre droit positif lorsqu'il est confronté à une crise, fût-elle sans précédent. En tout cas en matière de concurrence, je reste dans mon champ d'intervention particulier. L'intérêt véritable peut-être de la reprise de certains mécanismes du droit à la concurrence dans la législation sur l'état d'urgence sanitaire est peut-être ailleurs. Elle a en effet une autre conséquence, plus inattendue d'un point de vue concurrentiel, qui est la repénalisation de certaines pratiques anticoncurrentielles. Troisième moment, sur les effets du blocage administratif des prix. L'intérêt premier de la mise en place d'un régime de blocage des prix est évidemment de prévenir à la fois
les risques de spéculation et de pénurie, voire de marché noir. Historiquement, le risque de marché noir avait justifié la création d'incriminations pénales particulières. Le Code pénal de 1810 prévoyait ainsi à son article 419 que, je cite, je reprends. Le Code pénal de 1810, à son article 419, incriminait ainsi un délit d'accaparement, dit également délit de marché noir. Celui-ci était défini comme une hausse artificielle de prix entre opérateurs, je cite, exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché, dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat naturel de l'offre et de la demande. L'adoption d'un droit moderne de la concurrence à partir des années 70 a conduit à la dépénalisation progressive d'un certain nombre de pratiques jugées comme étant anticoncurrentielles, tel le délit d'accaparement qui disparaît du Code suite à sa refonte en 1994. Aux sanctions pénales ont ainsi été substituées des sanctions administratives codifiées au sein du Code de commerce aux articles L410-1 et suivants du Code. S'il n'existe ainsi plus de délit d'accaparement, les ententes restent sanctionnées. Elles restent sanctionnées, qu'elles soient le fait de personnes physiques ou morales, publiques ou privées. L'article L420-1 du Code reprend ainsi une définition assez classique, sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implanté hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à limiter, je cite toujours, l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. C'est alors l'autorité de la concurrence qui est compétente pour infliger ces sanctions, qui peuvent être assez élevées, jusqu'à 3 millions d'euros si la personne n'est pas une entreprise, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxe pour ces dernières, pour les entreprises. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le législateur a souhaité renforcer l'arsenal répressif à la disposition des pouvoirs publics. En conséquence, l'article L3136-1, alinéa 3 du Code de la santé publique, prévoit désormais que, je cite, la violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L31.1 et L31.15 à L31.17 du Code est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Ces contraventions peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire, etc. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Donc on renforce le montant des amendes. Plus intéressant, l'article L3131-15 alinéa 4 ajoute que si les violations prévues au 3e alinéa, c'est-à-dire celles qui nous intéressent, sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général. Pour l'instant, les conditions sont telles que l'on imagine difficilement que des peines de prison soient prononcées à l'encontre de receleurs de gel hydroalcoolique. Mais la question mérite toutefois d'être posée, au moins d'un point de vue symbolique et théorique, notamment parce que les services de police ont noté une très nette recrudescence des vols de gel et de masques chez les professionnels de la santé, à la fois pharmaciens mais également médecins et même dentistes. Vol vraisemblablement destiné à alimenter un marché parallèle émergent, un marché noir parallèle émergent. Enfin, et en outre, le décret du 4 avril prévoit par ailleurs que, sans préjudice des dispositions précitées, que je viens de vous citer, les dispositions du livre 4 du Code de commerce restent applicables aux règles relatives au prix de vente au détail et en gros des gels hydroalcooliques destinés à l'hygiène corporelle. Le droit de la concurrence vient ainsi compléter, il n'est pas totalement supprimé, il vient ainsi compléter les dispositions spécifiques liées à l'état d'urgence sanitaire, offrant par là même un très large éventail de prérogatives au pouvoir public dans la lutte contre les hausses artificielles des prix des gels hydroalcooliques. C'est d'ailleurs sûrement l'intérêt premier de cette valse de textes si concentrés que de donner des outils plus efficaces de lutte contre des pratiques qui, en temps normal, relèveraient du seul champ concurrentiel, mais qui, en temps de crise aiguë,
acquiert une dimension symbolique qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire nationale. Il est à noter que, pour terminer, que cet arsenal, applicable pour l'instant au seul blocage, enfin au seul gel hydroalcoolique, pourrait être assez largement étendu en cas de crise prolongée et de nécessité dès lors d'encadrer d'autres produits de première nécessité, éventuellement alimentaires. Affaire peut-être à suivre.